Nous allons aborder les critères qui guident les choix effectués pour produire de l'électricité en France et dans le monde. Dans un premier temps, nous traiterons cette question à l'échelle des foyers, à partir d'un objet que vous connaissez bien, la facture d'électricité. Puis nous nous rapporterons à l'échelle du réseau français, voire européen, pour expliquer les contraintes qui existent entre la production et la consommation d'électricité. Mais tout d'abord, pourquoi a-t-on besoin d'électricité ? Pour répondre à des besoins comme se déplacer, s'éclairer, se chauffer par exemple. Nous utilisons pour cela de l'énergie provenant de différentes sources, le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables. Pour aller d'une source à un besoin, on utilise principalement l'électricité comme vecteur privilégié de l'énergie. Cela s'explique par le fait que l'électricité se transporte bien et qu'il est possible de la transformer en d'autres formes d'énergie. Pour réaliser l'importance de l'électricité dans notre vie quotidienne, imaginez une coupure de courant chez vous et réfléchissez à ce qu'il vous sera encore possible de faire. Faire cuire quelque chose sans votre hotte si vous avez une gazinière. Mais plus de lave-linge, de télévision, d'ordinateur, de téléphone, d'ascenseur et la nuit noire. Les besoins en électricité n'ont cessé de croître au cours du siècle dernier. En observant le graphique, on s'aperçoit de la forte augmentation de la consommation d'électricité au cours des dernières années. Cette augmentation est liée à l'évolution des usages et des besoins. On peut mentionner en particulier le développement des technologies de l'information. En effet, les data centers que nous sollicitons chaque fois que nous envoyons un courriel ou stockons des données sur Internet représenteraient 9% de notre consommation électrique en France. Un data center de 10 000 m² consommerait ainsi autant qu'une ville de 50 000 habitants, selon le syndicat des entreprises du numérique en France. Les deux images suivantes illustrent la manière dont l'urbanisation a contribué, entre 1970 et 2005, à l'augmentation de la consommation d'électricité en lien avec l'éclairage nocturne des villes. Entre ces deux images, la consommation électrique mondiale a augmenté de 136% et donc la production également. Examinons à présent notre facture d'électricité. Que payons-nous ? Pour commencer, vous remarquez que figure sur la facture d'électricité le terme de consommation d'énergie. Il s'agit en fait d'une énergie mise à disposition et transformée pour des usages domestiques. L'unité utilisée pour quantifier cette consommation est le kilowattheure. Cette unité est une unité d'énergie. Elle correspond à l'énergie thermique d'un radiateur de puissance 1000 watts utilisé pendant 1 heure à cette puissance. Enfin, sur la facture présentée en exemple, l'énergie consommée pour la période concernée est de 3 871 kWh en heure creuse et de 5 583 kWh en heure pleine. Cette énergie est facturée selon les deux types de tarification, heure creuse, heure pleine. Les heures pleines correspondent aux périodes de la journée où la consommation est susceptible d'être forte et les heures creuses à celles où la consommation est susceptible d'être faible. Les tarifs heure creuse, heure pleine dépendent de l'abonnement souscrit. En effet, la consommation globale évolue au fil du temps comme le montre cette courbe. Elle représente la puissance en mégawatts, c'est-à-dire l'énergie sollicitée chaque seconde par l'ensemble des consommateurs raccordés au réseau la journée du 1er mai 2016. Examinons une autre partie de notre facture d'électricité pour constater que l'on paye aussi son acheminement, c'est-à-dire le transport de l'électricité entre le lieu où elle est produite et mon logement. Un autre paramètre à prendre en compte dans le prix à payer est le type d'abonnement auquel nous souscrivons. Cet abonnement dépend de la puissance disponible pour notre logement. Ainsi, le nombre et la puissance des appareils électriques que l'on peut faire fonctionner en même temps sont limités par cette puissance. Ici, la puissance est indiquée en kVA, en kV-ampères. 1 kVA équivaut à 1 kW. Cette puissance de 6 kVA, soit 6000 watts, signifie que je peux faire fonctionner une plaque électrique et un four électrique à pleine puissance, soit 2000 watts plus 2500 watts, mais que je ne pourrais pas utiliser simultanément le sèche-linge d'une puissance maximale de 3000 watts. Car dans ce cas, la puissance totale requise serait de 7500 watts et excéderait celle de mon abonnement. À l'examen de notre facture, nous comprenons maintenant mieux ce que nous payons.
l'énergie que nous avons consommée en kilowattheure, avec, selon les contrats, une possibilité de tarification heure creuse, heure pleine, l'acheminement de l'électricité de la zone de production à notre logement, la mise à disposition d'une puissance pour notre logement exprimée en kVA et des taxes. Mais notre facture nous fournit également d'autres informations utiles, comme par exemple la part des différentes sources d'énergie utilisées pour produire l'ensemble de l'électricité sur une année pour le réseau français. Sur cette facture, on voit qu'en 2014, plus de 82% de l'électricité a été produite par des centrales nucléaires. On y mentionne également la part des énergies renouvelables, qui est de 13,6%, dont 7,9% d'hydraulique, ainsi que la part des sources d'énergie carbonée, pour un total de 3,9%. Il est d'ailleurs intéressant de comparer l'origine de l'électricité sur deux factures présentant quelques années d'intervalle pour constater l'évolution des différentes sources dans la production annuelle. Entre 2010 et 2014, on observe que la part des sources d'énergie carbonée est passée de 8% à 3,9% et celle des sources renouvelables de 10,7% à 13,6%. Abordons maintenant la question de la production d'électricité à l'échelle du réseau français, voire d'un réseau interconnecté à l'échelle européenne. Sachant que le réseau français est connecté électriquement à ses voisins européens avec des capacités de lignes électriques différentes. D'un côté, on produit de l'électricité et de l'autre, on la consomme. À tout instant, il est nécessaire d'équilibrer la balance entre production et consommation au risque de mettre en danger le réseau de transport et de distribution de l'électricité. En effet, les déséquilibres entre la production et la consommation en temps réel se traduisent par des variations de la fréquence du réseau. La fréquence d'un réseau interconnecté de transport est la même en tout point du réseau, 50 Hz en France et en Europe. Lorsque la consommation tend à excéder la production d'électricité, les machines synchrones ralentissent, entraînant une baisse de la fréquence sur le réseau. Lorsqu'une unité de production tombe en panne, on observe également une baisse de la fréquence. Dans le cas inverse, où la production tend à excéder la consommation d'électricité, la fréquence augmente. La fréquence doit être tenue autour de la valeur de référence, 50 Hz en France et en Europe, d'une part parce qu'une fréquence évoluant sans cesse rendrait l'électricité inutilisable pour de multiples usages, d'autre part parce que la plupart des composants du système sont optimisés et spécifiés pour fonctionner dans une plage de fréquence donnée. En dehors de cette plage de tolérance, des dysfonctionnements graves de matériel apparaissent, en particulier sur les dispositifs de régulation, et si le déséquilibre est trop important, les groupes de production se séparent du réseau, entraînant inévitablement l'effondrement de tout ou partie du système électrique. Des mécanismes de régulation automatique sont mis en place afin de maintenir la fréquence dans une zone acceptable, plus ou moins 0,5 Hz autour de 50 Hz, et éviter les délestages ou les blackouts. Pour éviter tout déséquilibre, des prévisions sont nécessaires afin d'anticiper la demande et optimiser la production. Ces prévisions tiennent compte de la saison, de l'heure de la journée, etc., mais également de la production et de la demande de nos voisins européens. Les courbes qui suivent illustrent la consommation française le 1er mai 2016 et le 3 novembre 2016 en fonction du jour, mais aussi de l'heure de la journée. En orange figure la consommation telle qu'elle a été effectivement constatée. En violet, ce qui était prévu. Ces estimations sont issues de modèles très détaillés en lien avec des données météorologiques et des données acquises durant plusieurs dizaines d'années sur la consommation réelle. L'ajustement entre production et consommation nécessaire à tout moment vient du fait que l'électricité n'est pas facilement stockable. Pour répondre à une demande donnée, les moyens de production sont déclenchés dans un ordre donné, du moins cher en coût de fonctionnement au plus cher. Les moins chers correspondent aux centrales à énergie renouvelable, éoliennes et panneaux solaires, et les plus chères aux énergies carbone, charbon, gaz, fioul. Toutes les centrales ne sont donc pas équivalentes en termes de coût, mais c'est aussi vrai en termes de disponibilité des ressources. En effet, le potentiel d'une source peut varier en fonction de la localisation. Par exemple, un panneau solaire installé à Séville ou Édimbourg ne fournira pas la même quantité d'énergie. Par ailleurs, les centrales renouvelables ne délivrent pas toutes la même puissance selon leur nature et selon l'instant de la journée. Ainsi,
Les centrales éoliennes ne mettront pas à disposition la même puissance électrique à chaque instant. Sur cet exemple, les profils de production de l'éolien installé en France et raccordé au réseau électrique indiquent une puissance électrique maximale vers minuit le 8 juin et vers 13 h le 20 juin 2016. Pour l'énergie solaire, les profils sont nettement plus réguliers. Le maximum se situe bien sûr toujours en milieu de journée. Le gestionnaire de réseau utilise tous les leviers à sa disposition pour ajuster la production d'électricité en agissant sur les moyens de production et en ayant connaissance de la demande prévisionnelle. La flexibilité des consommateurs peut aussi devenir un facteur de régulation. Ainsi, certains groupes de consommateurs ont la possibilité d'annuler ou de différer leur consommation électrique en période de tension sur le réseau électrique. Pour terminer, détaillons sur notre facture la rubrique intitulée « Taxes et contributions ». Elle représente plus du tiers de la facture. Parmi les taxes que le consommateur va payer, remarquons la contribution au service public de l'électricité, CSPE. Cette taxe contribue essentiellement au financement de 3 dispositifs. La péréquation tarifaire, le fait que partout en France les tarifs sont unifiés, je ne paierai pas plus cher en région parisienne que sur l'île de Ouessant, ou bien même à Saint-Pierre-et-Miquelon, même si les ressources locales et les besoins diffèrent. Le financement d'un tarif préférentiel, produit de première nécessité, pour les personnes en situation de précarité. Le soutien aux énergies renouvelables, principalement le solaire et l'éolien, qui constituent aujourd'hui plus de 50% de la CSPE. Le montant de ce soutien est issu des mesures qui ont été plébiscitées en France et dans de nombreuses autres régions du monde, afin de favoriser le développement de l'électricité d'origine renouvelable, solaire et éolien essentiellement. Les premières mesures mises en place massivement ont consisté à garantir un tarif d'achat pour toute l'électricité produite. Le coût engendré par ces mesures est porté par tous les consommateurs d'électricité, particuliers et entreprises. Ces choix émanent de décisions politiques concernant les questions énergétiques. J'espère que l'examen de notre facture d'électricité vous aura permis de mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière ce simple geste.